série Portrait de la santé mentale en enseignement supérieur. Aujourd'hui, on s'intéresse à la population étudiante, plutôt des étudiants et étudiantes des premiers peuples. On savait, hein, du côté de l'ISME que la réalité des personnes étudiantes des premiers peuples n'est pas toujours mise de l'avant. Leurs connaissances, leur savoir expérientiel aussi sont souvent méconnus, mais sont vraiment essentiels pour mieux comprendre la réalité vécue dans le milieu de l'enseignement supérieur, puis aussi pour apporter en fait un soutien adéquat, puis en cohérence aussi avec leur vision, donc mieux répondre à leurs besoins. Fait que pour nous, à l'ISME, c'était vraiment important d'avoir un webinaire qui met en lumière ces connaissances et cette expérience-là de ces étudiants. Donc, ça met la table pour le thème d'aujourd'hui, mais je laisserai d'abord, avant de rentrer un peu plus dans le contenu, je laisserai ma collègue Annie vous présenter un peu le contexte du webinaire, c'est-à-dire ce qu'on fait à l'ISME, nos projets en général, mais aussi le contexte de ce webinaire-ci. Merci Florence. Donc bonjour tout le monde. Je prends seulement quelques minutes pour vous parler de ce qu'est l'ICME. Donc cet acronyme signifie Initiative sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Donc on a un mandat là, qui vient du ministère de l'enseignement supérieur, mais aussi du ministère de la Santé, qui est vraiment attaché au plan d'action en santé mentale étudiante. Donc toutes nos actions visent vraiment à faciliter la mise en commun, puis les connaissances pour tout ce qui concerne la santé mentale étudiante. Donc, on a différents mandats, puis je vous en parle de deux, entre autres, parce qu'ils sont en cours ou ils s'en viennent, trois, en fait, on a trois mandats. Donc, le premier étant les journées de transfert sur la santé mentale étudiante qui auront lieu les 19 et 20 mars prochains en virtuel. Je vais déposer dans la messagerie le lien pour vous inscrire ou pour aller jeter un coup d'œil sur la programmation. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ça. Le deuxième mandat dont je vais vous parler, c'est la campagne de sensibilisation qui est actuellement en cours dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, c'est une campagne qui est numérique. Je vais également déposer le lien pour toutes les informations sur cette campagne-là dans la messagerie. Et un autre de nos mandats concerne la mise en ligne d'un site web qui portera sur la santé mentale étudiante. Donc, un site web qui va s'adresser à la fois aux étudiants, mais aussi au personnel des établissements. Donc, ça va être mis en ligne dans les prochaines semaines. Donc, on vous invite là, à garder l'œil ouvert parce que ça va être bientôt disponible, puis ça va être exactement pour vous. Donc, voilà, c'est tout. Je laisse la parole à Florence pour débuter le webinaire. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Annie. En fait, ce webinaire-là s'inscrit vraiment dans une série qu'on a pensée en collaboration avec Christiane Bergeron-Leclerc, qui est avec nous aujourd'hui, qui est professeure agrégée à l'unité d'enseignement en travail social à l'UQAC. On l'a pensé vraiment pour mettre en lumière à la fois le volet recherche, mais aussi le volet expérience étudiante et aussi la perspective des établissements ou une expérience concrète professionnelle de la part d'une personne. Donc, on a aussi avec nous aujourd'hui Roxane Lauzon, qui est conseillère en partenariat autochtone régional à la ville de Gatineau, mais aussi étudiante au baccalauréat. Donc, il va pouvoir nous parler. On a eu la chance de tomber sur Roxane qui a plusieurs chapeaux, donc elle va pouvoir couvrir ces différentes perspectives-là. Et le but, comme tous les autres webinaires, était vraiment de sensibiliser les différents acteurs en enseignement supérieur à la réalité de différentes populations étudiantes, mais aussi présenter des expériences ou initiatives pertinentes, fait que ça s'inscrit complètement en cohérence avec les objectifs qu'on avait. Avant de laisser la parole à Roxane et Christiane, je veux simplement vous dire, pour ceux qui participaient au webinaire, si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à chatter avec nous. Donc, soit moi ou Annie allons vous aider du mieux qu'on peut. Et vous pouvez garder le micro fermé tout le long de la présentation, mais la caméra ouverte si vous êtes à l'aise avec ça. Je tiens juste à vous dire que oui, le webinaire est enregistré, mais quand on rediffuse l'enregistrement, on voit jamais les visages de ceux qui se sont inscrits au webinaire. Et n'hésitez pas, si vous avez même des questions plus au niveau du contenu, vous pouvez utiliser le clavardage et Annie et moi, on prend en note les petites questions pour la fin parce qu'on va avoir une certaine minute là, à la fin pour prendre vos questions. Donc, ça fait le tour pour moi. Je laisserai la parole à Christiane. Merci, Florence, de l'introduction. En fait, je suis Christiane Bergeron-Leclerc, je suis travailleuse sociale de formation. En fait, comme travailleuse sociale, j'ai travaillé en psychiatrie adulte et je dirais que ça a teinté cette expérience-là, tout mon parcours de chercheur et de professeur en travail social, ce qui fait que la santé mentale est devenue mon intérêt
de recherche majeures au cours des dernières années, en fait. Donc, ça oriente à la fois les recherches que je mène et aussi les cours que j'enseigne au sein là, de notre école de travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis responsable d'un laboratoire vivant sur la santé mentale des populations universitaires. C'est un laboratoire qui a été mis en place euh, voyons, peu de temps après le début là, de la pandémie, en fait, afin d'identifier les enjeux de santé mentale des populations universitaires et aussi de poser là, des actions pour favoriser le bien-être des étudiants et des employés là, des universités québécoises. En relation avec le webinaire d'aujourd'hui, en fait, peut-être attirer votre attention là, sur quelques projets que nous menons et pour lesquels là, des données de recherche seront présentées aujourd'hui. Donc, un gros projet, en fait, qui s'appelle Santé mentale et accessibilité aux services en milieu universitaire. Est-ce que la diversité constitue une barrière? Au cours duquel on s'y intéressé à la santé mentale de certaines populations qui paraissent plus vulnérables, dont font partie là, les étudiants autochtones dont il sera question aujourd'hui. Parce que je crois au potentiel humain, on a un beau projet en développement en ce moment à propos de la mobilisation des forces chez les étudiants universitaires, donc dans la perspective en fait de transformer les pratiques pour s'orienter davantage sur les forces que les difficultés là, des étudiants. On a aussi un projet là, où on s'intéresse à la réalité des étudiants autochtones qui étudient sur notre campus, donc différents projets. Euh, c'est avec, je dirais, beaucoup d'humilité, en fait, que je me présente à vous aujourd'hui hein, pour vous présenter un peu ce qu'on fait, ce qu'on sait du point de vue de la recherche, n'étant moi-même pas autochtone, là, donc avec beaucoup d'humilité. Et j'espère, en fait, que le bout que je vais pouvoir amener au niveau de la recherche, en fait, va pouvoir inspirer là, vos pratiques. Je suis pas une experte non plus de la recherche en santé autochtone, hein. Moi, c'est vraiment le prisme de la santé mentale et le désir, en fait, de changer les milieux universitaires, en fait, pour en faire des milieux qui contribuent davantage à la santé mentale positive qui m'amène à vous aujourd'hui. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur nos travaux, j'ai mis un lien là, vers des infographies, en fait, pour lesquelles là, certaines portions seront présentées aujourd'hui. Quand on a imaginé les webinaires, en fait, avec Florence et l'équipe de l'ISME, en fait, on avait pris pour acquis que la notion de santé mentale, c'était quelque chose qui était clair pour tout le monde, en fait. Et je dirais, à tort, en fait, on a présumé que c'était une notion là, qui était très claire pour tout le monde, mais finalement, on s'est rendu compte que pour partir du bon pied, fallait peut-être démarrer ce webinaire-là avec des éléments là, conceptuels. Donc, je vous promets, en fait, ça sera disons, la minute de cours un petit peu plus théorique, mais c'est important là, de s'y attarder. Donc, longtemps, on a cru, en fait, qu'être en bonne santé mentale, en fait, signifiait ne pas avoir de troubles mentaux. On sait, avec les connaissances scientifiques, que les états de santé mentale, en fait, oui, sont influencés par la présence ou l'absence de troubles mentaux, en fait. Donc, le fait d'avoir une condition diagnostiquée va venir teinter notre état de santé mentale. Mais on sait également qu'il y a des éléments relatifs au bien-être, donc que ce soit le bien-être émotif, le bien-être psychologique, le bien-être social, qui viennent affecter nos états de santé mentale. Donc, à partir du moment où on va vivre certains événements de vie ou en fonction de certaines conditions de vie, à un moment donné, en fait, notre bien-être, en fait, va être affecté, en fait. Donc, l'état de santé mentale dépend, oui, des réalités diagnostiques auxquelles on est confronté ou pas, mais beaucoup là, de la notion de bien-être, en fait, qui repose là, sur un certain nombre de déterminants. Et aujourd'hui, dans le contexte du webinaire, en fait, sans exclure, en fait, la notion de trouble mental, c'est beaucoup la notion de bien-être ou de santé mentale positive là, qui nous intéresse. En relation avec le webinaire d'aujourd'hui, en fait, j'ai fait quelques recherches en fait et je m'excuse là, si la qualité d'image n'est pas super à l'écran. Vous avez le lien là, pour aller télécharger votre propre exemplaire. En fait, je suis tombée sur
un modèle, en fait, du continuum de mieux-être mental des Premières Nations, en fait. Et ce modèle-là illustre, en fait, je trouve très bien, en fait, l'ampleur des facteurs qui peuvent contribuer au mieux-être des personnes autochtones, en fait. Parmi les facteurs là, qui semblent les plus importants, en fait, selon ce modèle-là, évidemment, il y a l'importance de la culture, en fait, qui va contribuer au bien-être des personnes. Il y a la question du développement communautaire aussi, là, qui est vraiment centrale pour le mieux-être. La question de l'accès à un système de soins, en fait, qui va être adapté à la culture des personnes, va contribuer au mieux-être. Toute la question de la collaboration avec les partenaires est centrale. Et finalement, l'enjeu du financement, en fait, souple et adapté qui va permettre de déployer là, des services culturellement adaptés, en fait. Donc, ce cercle-là, en fait, qui est un peu calqué là, sur un peu l'idée d'approche holistique, illustre un certain nombre là, de déterminants, en fait, du mieux-être mental des Premières Nations. À côté de ça, en fait, ce modèle-là nous indique que les personnes vont vivre un mieux-être mental ou vont être en équilibre sur le plan physique, psychologique, social et spirituel selon un certain nombre de conditions, en fait. Donc, les personnes qui ont un but dans leur vie quotidienne, que ce soit un but qui relève de la sphère scolaire, qui relève de la sphère professionnelle, ou encore qui est lié là, au savoir culturellement ancré, en fait, est important là, pour le mieux-être. Cette roue-là aussi nous dit que les personnes qui ont un espoir en leur avenir et en l'avenir de leur famille vont se porter mieux là, du point de vue mental. Même chose pour les personnes qui en arrivent à développer un sentiment d'attachement à leur famille, à leur communauté, à leur culture. Donc, c'est toutes des conditions favorables. Puis je terminerai en fait cet inventaire-là en disant que les personnes qui ont un sens, qui ont le sentiment que leur vie a un sens, euh, se porteront mieux là, du point de vue de leur état mental. Donc, vous voyez à partir de cette roue-là, en fait, les différents facteurs, en fait, qui peuvent contribuer au mieux-être mental. Et vous voyez que tout ça s'inscrit dans une perspective systémique, c'est-à-dire des facteurs qui appartiennent à l'individu en interaction avec d'autres conditions là, qui relèvent davantage de l'environnement. Donc, promis, la capsule théorique plus sous l'angle d'un cours universitaire est terminée, mais je pense que c'était important, en fait, de partir d'éléments de définition pour aller un petit peu plus loin là, dans le webinaire d'aujourd'hui. Donc, du point de vue de la recherche, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent à travers les travaux qu'on mène? Comme dans n'importe quelle étude, en fait, on a commencé il y a 2-3 ans là, quand on s'est intéressé à certaines populations vulnérables. On est allé voir dans les écrits, en fait, qu'est-ce qu'on retrouvait, en fait, au niveau de la littérature sur les facteurs qui contribuent de manière positive ou qui contribuent de manière négative au mieux-être des étudiants autochtones. Et je vous promets qu'on va aller vers les forces plus le webinaire va se dérouler, mais on va commencer par nommer un certain nombre de vulnérabilités, en fait. Donc, les écrits, en fait, qu'on a consultés là, de 2020 à 2022, donc on se rappelle là, qu'on était en contexte pandémique à ce moment-là, ont mis en évidence un certain nombre de facteurs qui pouvaient affecter le bien-être des étudiants autochtones. Donc, un des premiers facteurs que vous voyez à l'écran, là, c'est les inégalités, en fait, qui proviennent du fait d'avoir un statut d'étudiant minoritaire dans une institution universitaire. Donc, ça, c'est un premier facteur. Il y a eu aussi l'effet du ralentissement du processus de réconciliation dans le contexte, en fait, de la migration des cours en ligne qui ont eu des impacts. On sait, là, la pandémie a exacerbé, a augmenté le sentiment de solitude, d'isolement, de déconnexion avec la société. Puis à côté de ces facteurs-là, il y a d'autres enjeux, en fait, qui sont encore d'actualité, hein. Je pense entre autres aux enjeux financiers, en fait. Donc, avoir accès ou pas à des ressources là, pour pouvoir poursuivre des études supérieures. Les conditions matérielles aussi dans lesquelles se réalisent les études. Donc, est-ce qu'on a accès
à la technologie qui nous permet là, de poursuivre les études? Est-ce qu'on a accès à des moyens de communication, en fait, qui nous permettent, en fait, de suivre des cours à distance? Donc, il y a la question de la disponibilité là, des conditions matérielles là, qui a un impact sur le bien-être des étudiants. Et je terminerai en mentionnant cet enjeu-là, en fait, toute la question des enjeux de conciliation, travail, études, famille, qui va avoir un impact là, sur le mieux-être des étudiants autochtones. Donc, c'est des facteurs, en fait, qui ont été documentés, identifiés en contexte pandémique, mais qui demeurent d'actualité là aujourd'hui. Dans l'étude que nous avons menée, en fait, auprès là, de l'ensemble des étudiants et des employés du réseau de l'Université du Québec, là, de 2020 à 2022, en fait, on a réussi à intéresser différentes personnes pour participer à cette étude-là, dont des étudiants autochtones. Donc, à partir des données recueillies, on a pu faire un début de portrait de leur santé mentale. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que dans les deux années de pandémie, en fait, 53% des personnes, en fait, considéraient que leur bien-être était détérioré, donc leur santé mentale était détériorée par rapport à 35% d'étudiants qui n'avaient pas nécessairement vu de changement, en fait, du point de vue de leur santé mentale. Donc, on va voir ça comme étant positif, la stabilité, et 11% là, qui considéraient leur santé mentale améliorée. On a questionné les étudiants à différents égards, dont à propos des idées suicidaires. Et ça me frappe toujours de voir à quel point là, les statistiques sont élevées. Hein. Dans cette étude-là, 25% des participants ont déclaré avoir pensé assez ou très souvent au suicide dans le dernier mois, dont 25% qui ont pensé au suicide, dont 5,5% qui ont pensé assez ou très souvent. Pour moi, une personne qui a des idées suicidaires, en fait, c'est toujours une personne de trop. Quand on pense que un étudiant sur 4 a pensé au suicide parmi les personnes là, sondées, on peut considérer là, que le taux de détresse était très important, en fait, parmi les personnes consultées. Et les données qu'on a obtenues, en fait, sont vraiment corroborées avec les écrits là, qui ont été publiés au cours de la même période, là, qui indiquent que, bon, les niveaux d'anxiété, de symptômes dépressifs, d'idées suicidaires et de détresse psychologique là, ont été très, très importants dans cette période-là. Les données sont un peu sombres et je vous ai promis qu'on irait là, vers les forces et dans le fond, ce qui contribue au mieux-être des étudiants là, à travers ce webinaire-là. Mais avant d'y arriver, en fait, je vais passer la parole à Roxane qui va nous parler là, de son expérience d'étudiante et de praticienne. Donc, bonjour, Koué. Dans le fond, je vais juste me présenter rapidement. Je suis étudiante au bac multidisciplinaire, donc en études autochtones, en gestion de projet et en entrepreneuriat, gestion de PME à l'Université Laval. J'ai été coordonnatrice aussi dans la dernière année du bureau de liaison autochtone à l'UQO. Puis maintenant, je suis depuis le mois de janvier, depuis en fait un mois et quelques jours, conseillère au partenariat autochtone régional à la ville de Gatineau et au PESO. C'est une grande carte d'affaires qu'il va falloir que je déplie quand je me présente maintenant. Euh, j'ai fait un retour aux études. En fait, j'ai eu deux vies comme étudiante universitaire. J'ai eu une première vie en 2005, puis une deuxième expérience à partir de 2020. Deux expériences qui ont été complètement différentes. Aujourd'hui, heureusement, je vois qu'il y a beaucoup de changements qui ont été faits là, dans l'approche des universités envers les personnes autochtones. Mon expérience en 2005, excusez-moi, elle a été un peu plus difficile dans le sens que j'ai eu, en fait, j'ai pas terminé mon certificat à ce moment-là. Pour différentes raisons, mais la principale, c'était les micro-agressions vécues dans le cours, dans un cours, en fait, là, sur l'ensemble du certificat. Tandis qu'en 2020, là, je suis en train de terminer le bac. Il me reste, je suis dans les derniers cours, là, en fait, dans la dernière session. Puis,
je vois tout le chemin qui a été fait au niveau déjà des institutions. Il y a déjà plusieurs petites choses qui ont été mises en place, notamment à l'Université Laval, mais je le vois aussi à l'UQO au niveau du travail. Donc, je vais y aller avec ce qui était comme défi puis stresseur que moi, personnellement, j'ai rencontré. Le premier, ça a été au niveau des finances. C'était un retour aux études, c'était une crise de la quarantaine, en fait, mon retour aux études. Donc, j'avais déjà un emploi que j'occupais à temps plein, j'avais déjà un emploi, une stabilité quand même financière, mais je suis allé avec un retour à l'université avec une bourse de mon conseil de bande. Donc, pour avoir droit à cette bourse-là, je devais être à temps plein. Donc, j'ai fait un bac à 4 cours par session, plus un travail à temps plein. Fait que ça lui a fait un horaire très, très chargé. Fait que ça a été mon plus gros obstacle, dans le fond, là, au niveau de la santé mentale, c'est d'essayer de garder toujours un équilibre entre tout ça. Puis, je suis quelqu'un qui a besoin, en fait, d'être euh, dans l'environnement, dans la forêt, le plus souvent possible. Donc, ça a été difficile pour moi de concilier tout ça parce que j'avais le jour, je travaillais dans la semaine, le soir de la semaine, j'étudiais, puis la fin de semaine, je faisais souvent mes travaux, j'étudiais aussi. Donc, j'avais moins la chance de pouvoir fréquenter le territoire comme auparavant. La deuxième chose, c'est premièrement, quand j'ai fait en 2005, j'étais en présentiel versus en 2020 qui est à distance. Ça aussi, ça a été deux moments en fait où j'ai vécu beaucoup d'isolement au niveau de la première fois parce que j'étais la seule autochtone en fait dans mon groupe. Peu importe les cours que j'ai pris, j'étais tout le temps la seule qui était identifiée en fait autochtone. Et puis, maintenant, à distance, c'est la même chose. Dans mes cours, malgré que j'avais quelques étudiants autochtones avec moi là, en études autochtones, puis en gestion de projet, mais dans les autres cours, j'étais souvent la seule. Puis, ça l'a apporté, je vais sauter quelques points, là, mais le dernier point que j'avais marqué dans mes défis, c'était une survalorisation puis une surutilisation, dans le fond, de mon identité autochtone puis le sentiment d'être une statistique ou une comparaison. Donc, les deux derniers points, c'est ce que ça a apporté aussi l'isolement au niveau de mes études. Souvent, en études autochtones, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir me comparer à des statistiques tout au long de ma formation. Puis j'ai réalisé que je faisais vraiment partie des statistiques dans le sens que dès qu'il y avait une statistique, elle collait, à 95% du temps, elle collait bien à mon cas de figure. Fait que ça m'a fait prendre en considération plein de choses. Ça m'a fait faire beaucoup de réalisations, mais en même temps, ça m'a apporté beaucoup de questionnements par rapport à mes collègues. Fait que j'étais surutilisée dans mes cours. On venait beaucoup, beaucoup me consulter. On me demandait beaucoup mon opinion dans les cours, souvent sur des sujets sensibles où j'étais pas nécessairement prête à répondre à ce moment-là. C'est pas moi qui avais choisi le moment où je le faisais, c'est que ça allait arriver un peu là, de tout bord, de tout côté, là, sans organisation. Puis, heureusement, j'ai eu des profs qui étaient sensibles à ça, mais j'ai eu d'autres profs qui étaient moins sensibilisés encore à ce moment-là. Donc, j'ai dû faire aussi cette sensibilisation-là au niveau de certains enseignants ou certains profs dans mes cours. Euh, les trois autres points, en fait, la conciliation, famille, travail, études, j'en ai parlé brièvement. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'avais des collègues de travail autochtones, des étudiants autochtones avec moi, qui, eux, devaient aussi, en plus, conjuguer une famille avec le travail puis les études. Puis, les deux autres points, je ne l'ai pas vécu moi personnellement, mais je l'ai vécu dans mes travaux d'équipe. Euh, j'ai discuté beaucoup avec des étudiants autochtones pendant mon programme. Puis, souvent, eux, ce qu'ils déploraient, c'était la difficulté. Il y avait une charge supplémentaire, euh, un stress supplémentaire à cause du français qui était leur langue seconde, souvent. Ou même quand c'était pas leur langue seconde, euh, leurs parents, la langue de leurs parents, en fait, n'était pas le français.
Donc, leur structure de phrase était différente un peu de ce qu'on a l'habitude de voir là, de, de- dans la façon de formuler les phrases au niveau, par exemple, québécois. Donc, il y avait souvent le stress d'avoir l'impression de partir avec des fois 10 points en moins au début de leur cours. Fait que ça l'apportait un stress supplémentaire. Donc, ils se sentaient obligés de performer vraiment sur ce qui était cadré sur la matière parce qu'ils savaient qu'ils perdaient en partant des fois un 5 à 10 points là, euh, sur leur note finale. Puis, pour d'autres, ça a été la perte de repères. En fait, il y a des étudiants qui partaient de leur communauté pour arriver à Québec pour étudier. Puis, dans des cours comme ça, à distance, on parlait, puis il me disait hey, j'ai eu beaucoup de problèmes à m'adapter au début, le système d'autobus. C'était comme arriver dans un autre monde. C'était perdre tout le sens de la communauté, le sens euh, d'avoir un soutien, un filet, puis de connaître les codes, en fait, du milieu urbain. Par contre, malgré tous ces défis-là, il y a plusieurs forces, puis il y a plusieurs outils que moi j'ai pu utiliser, puis que j'ai vu aussi utilisés par d'autres de mes collègues étudiants. Donc, le support familial, le support amical, le support communautaire. Fait que même si moi, j'habite loin de ma communauté d'attache. Dans le fond, je viens de la communauté de Picogan qui est en Abitibi. Je demeure en Outaouais, puis j'étudie à Québec. Donc, j'ai quand même réussi à me bâtir un réseau au niveau familial, au niveau amical, là, des gens qui venaient me mener des fois un bol de soupe, ben pas un bol, mais un chaudron de soupe, en fait, ou un chaudron de sauce à spaghetti pendant mes fins de session. Ça me faisait retrouver en fait le côté communautaire qu'on voit dans les plus petites communautés. Euh, Tout le financement aussi de ma communauté, le support financier de ma communauté, j'ai la chance de pouvoir terminer mes études en ce moment en n'étant pas endetté. Fait que ça a été un gros plus, autant que ça a été un facteur de stress parce que ça m'a mis une charge immense de travail. Ça l'a fait en sorte aussi, par contre, que j'ai pu faire des études là, sans m'endetter euh, de façon énorme. Puis, toutes les ressources qui connaissent les réalités autochtones puis qui font partie des premiers peuples ou qui font partie des premiers peuples, en fait, je pense au Centre d'amitié autochtone, je pense aux différents là, organismes communautaires qui sont habitués de travailler avec les populations autochtones. Ça a été un bon repère, puis ça a été un bon milieu pour recréer un réseau aussi. Donc, ça, c'est grosso modo mon expérience comme étudiante. Si on va à l'autre, je vais faire un petit bout de volet établissement aussi. Euh, Moi, mon expérience, c'est que j'ai pas grandi en communauté, j'ai grandi en milieu urbain, mais que j'ai été en contact constant avec ma communauté. J'ai un pied dans la communauté, je la visite souvent. Euh, mais je me suis rendu compte dans le milieu, en travaillant, qu'il y a plusieurs visages autochtones. On a tendance à cadrer les Autochtones tous dans un même moule, mais il y a des visages différents. Il y a des gens qui ont grandi en communauté, en fait, puis qui viennent s'installer en milieu urbain pour faire leurs études. Il y a des gens qui ont grandi en milieu urbain, les Autochtones, en fait, qui ont grandi en milieu urbain, mais qui sont en contact comme moi avec leur communauté d'attache. Il y a les Autochtones qui ont grandi en milieu urbain, qui sont en contact, mais avec une autre culture autochtone. Par exemple, ici, à Gatineau, ce qu'on voit beaucoup, il y a une communauté urbaine autochtone qui mélange différentes nations. Puis il y a un peu une sous-culture autochtone là, qui s'est créée à partir de ça, qui appartient pas nécessairement aux Inuits, qui appartient pas nécessairement aux Anishinabés, aux Cris, aux Atikamekw, mais qui est un mélange un peu de toutes les cultures, puis qui a créé en fait une culture urbaine autochtone. Et puis, un dernier groupe aussi avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille encore, en fait, c'est des gens qui ont retrouvé leur statut ou qui sont en processus de le retrouver, qui ont grandi dans la culture québécoise ou canadienne.
Donc, eux, c'est l'inverse. Les autres doivent s'habituer à certains aspects de la culture québécoise ou canadienne, tandis que les derniers, eux, veulent se réapproprier leur culture euh, maternelle ou paternelle qui a été perdue un peu dans le temps. Donc, les besoins sont tellement différents pour les quatre groupes. Euh, Ce qui va parler à un ne va pas parler à l'autre, dans le sens que tous ceux qui ont grandi en milieu urbain connaissent déjà les codes en milieu urbain, savent comment que le système d'autobus fonctionne, savent où trouver les différentes les différents épiceries, qu'est-ce qui est plus abordable, qu'est-ce qui est moins abordable, qu'est-ce qui est plus simple, où est-ce qu'ils sont les CLSC, où est-ce qu'ils sont la diversité des services qu'il y a en milieu urbain versus ce qui existe en communauté, c'est c'est tellement différent, ces deux mondes-là, que les personnes en milieu urbain n'ont pas ce stress-là de s'adapter, tandis que ceux qui arrivent des communautés doivent apprendre tout ça. Donc, ils ont un stress supplémentaire, puis ça l'affecte beaucoup au niveau de la santé mentale. Donc, comme solution, je pense qu'il n'existe pas une solution miracle. Je pense qu'il faut y aller vraiment avec différentes solutions, quelque chose de personnalisé avec les étudiants. Donc, moi, je suis contente de voir que dans mon expérience en 2005, des coordonnateurs de bureaux de liaison, des agents de liaison, ça n'existait pas au niveau autochtone. On faisait beaucoup de choses pour les étudiants internationaux, mais on faisait très peu de choses en fait, on faisait pas vraiment rien pour les Autochtones. Euh, Tandis qu'en 2020, mon expérience est complètement différente, là, autant au niveau du travail qu'au niveau d'étudiante. Dans mes deux chapeaux, je vois les différences, je vois une volonté aussi de vouloir mettre de l'avant ces différences-là, puis de les reconnaître. En fait, je pense que c'est ça le point commun dans toutes les solutions, c'est la reconnaissance des personnes, mais aussi, mon Dieu, excusez-moi, je commence à manquer de voix, mais aussi qu'il y a des sous-groupes aussi avec des perspectives différentes et des besoins différents. Donc, je vais prendre mon souffle et je vais redonner la parole à Christiane. C'est bien correct. Merci, merci Roxane, puis n'hésite pas à revenir, à m'interrompre là, Oui. quand tu voudras, à ta guise, quand tu voudras revenir. Merci vraiment en fait pour ton témoignage à partir de la double perspective, là, la perspective d'étudiante, la perspective de, de travailleuse en fait, puis qui fait vraiment écho, je dirais, au portrait scientifique qui a été mis en évidence là, dans la première partie. Tu sais, je pense à la question du sens. En fait, tu as parlé de l'importance des repères ou de la perte de repères, en fait. Donc, ça rejoint la question du sens là, qui est vraiment important, l'idée d'avoir un projet, d'avoir un but. Les enjeux financiers, en fait, que tu as évoqués, en fait, qui contribuent au mieux-être, en fait, et qui ont aussi été mentionnés là, comme étant des enjeux importants là, au sein de la littérature scientifique. Tu l'as nommé, là, la conciliation travail, famille, études aussi là, font partie des éléments qui contribuent au mieux-être. Fait que sans le savoir, en fait, ton discours, en fait, ton expérience, en fait, fait vraiment écho là, aux données scientifiques. J'avais promis en fait d'y aller avec des éléments positifs, des perspectives de solutions là, pour conclure le volet scientifique en fait et dans les écrits en fait et Roxane en atteste là, dans son témoignage en fait il y a donc deux éléments majeurs là, sur lesquels on devrait miser en fait pour imaginer là, des solutions à déployer en milieu universitaire là, pour contribuer à la santé mentale des étudiants autochtones. Donc, il y a la question, l'importance en fait de ce qu'on met en place en termes de services de soutien en milieu universitaire. Donc,
que ça s'appelle un bureau de liaison, un centre de formation autochtone, peu importe l'appellation que ça porte, en fait, c'est vraiment important, en fait, de mettre en place, en fait, des structures où les étudiants vont se reconnaître, où leur culture, en fait, va être valorisée, où ils vont pouvoir être qui ils sont, en fait. Donc, dans le réseau de l'Université du Québec et ailleurs dans d'autres universités, là, il existe de plus en plus, en fait, de ces structures d'accueil-là. C'est le cas chez nous à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais on n'est évidemment pas les seuls à le faire. Donc, ça, c'est vraiment un élément important. Et je dirais que dans la question des services de soutien en milieu universitaire, en fait, je mettrais peut-être aussi l'accent sur l'importance, en fait, des pédagogies inclusives ou adaptées, en fait, qui prennent en compte là, les différents défis des personnes. Tu nommais la question de la langue, en fait, là, qui qu'elle soit seconde ou non, mais qui peut devenir un enjeu là, quand il s'agit de rendre des productions écrites. Donc, peut-être qu'il y a lieu de réfléchir aux modalités d'évaluation, d'évaluation du point de vue de la notation, mais de la manière dont on évalue aussi les compétences et les acquis là, des étudiants en, en nos murs. Je pense aussi dans les stratégies à déployer davantage dans nos milieux. En fait, il commence à se déployer là, des formations en fait de sensibilisation bon à la sécurisation culturelle ou à d'autres contenus du genre. En fait, je pense que c'est des dans l'idée de la reconnaissance, de la réconciliation, du rapprochement. Là, c'est des stratégies en fait sur lesquelles on peut miser. Le deuxième volet qui est important dans les forces aussi pour imaginer des solutions, hein, puis dans l'idée du par et pour, on a vu à travers le discours de Roxane, puis aussi les écrits scientifiques, comment l'importance de la communauté, en fait, donc que ce soit la famille, les amis, donc peut-être aussi imaginer des solutions qui impliquent les communautés concernées en partenariat avec les universités ou les autres établissements là, d'enseignement supérieur pour imaginer des solutions. Et là, je vais avoir l'air encore de faire de l'autopromotion, en fait, pour mon institution, mais je vais vous parler de la réalité que je connais davantage. En fait, il y a un beau projet, en fait, qui a été mis en place récemment là, dans la communauté de cette île où il y a l'idée, en fait, de développer un milieu de vie, en fait, pour les étudiants qui vont aller étudier là, dans cette région-là, en fait. Donc, il y a l'idée, en fait, de fournir un logement, en fait, à ces étudiants-là, mais aussi de créer des espaces collectifs, en fait, pour que les étudiants puissent se réunir entre eux, trouver leurs repères. Donc, c'est un projet qui répond, je dirais, aux besoins d'avoir des bonnes conditions matérielles, en fait, pour étudier, puis aussi de faire face peut-être aux enjeux de conciliation travail-famille, aux enjeux d'isolement qui peuvent être vécus par les étudiants des communautés. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques en place, mais il n'y a pas que celle-là, en fait, je vous parle de ce que je connais. Vous avez sûrement là d'autres exemples inspirants là à nous partager. Donc, je ne sais pas si Roxane, tu veux reprendre la parole, mais j'aurais terminé là, mon volet. Ben, en fait, je voulais nommer cette initiative-là parce qu'il y a cette île qui l'a présentement, il y a l'Université Laval qui sont en train de construire aussi, de développer le projet. Il y a Trois-Rivières qui ont aussi, là, comme cette île, déjà inauguré leur milieu de vie. Gatineau, il y a d'autres projets là, qui s'en viennent comme ça. Puis je pense que ça va être un changement majeur pour les étudiants autochtones au niveau de la santé mentale, parce que justement, ça va vraiment recréer un peu l'effet qu'on vit en communauté. Le fait d'être tout ensemble, le fait d'être de pouvoir se soutenir un et l'autre, de pouvoir partager aussi des expériences qui vont être semblables, puis qui vont pouvoir apporter des trucs en fait entre eux. Là. Et je pense que ça va être c'est un des projets, là, un des nombreux projets, là, mais je crois beaucoup en ce projet-là, en fait, là, pour améliorer la condition de la santé mentale, en fait, là, des étudiants au premier peuple. Ouais, j'ai la même conviction, en fait, envers ce projet-là, en fait, qui me semble vraiment porteur, puis tant mieux si il est déjà en place, puis il se multiplie là, ailleurs. Donc, on serait
rendu, Roxane et moi, à la période de questions, d'échanges avec vous. Donc, est-ce que Florence, je te repasse l'animation pour la suite des choses? Il n'y a pas de problème, Christiane. Je vois déjà que dans le chat, hein, on mentionne que les milieux de vie dont vous parlez actuellement là, visent aussi à fournir du logement aux familles des étudiants. Fait qu'on Oui, donne l'exemple là, des présences du CPE, maternelle 4 ans, à certains endroits, présence des centres d'amitié aussi. Et on mentionne Sept-Îles et Trois-Rivières sont inaugurés, puis Québec est en construction. Fait que ça valide un peu les informations là, que vous étiez déjà en train de donner. De et mon côté, en oui, fait, vas-y, Roxane. En fait, ce que je trouve merveilleux aussi avec ce type de projet-là, c'est que c'est la population locale qui est consultée. Donc, les projets diffèrent d'un milieu à l'autre pour vraiment répondre aux besoins des personnes autochtones qui vivent là, dans l'air, là, dans la région, en fait, où le milieu de vie est construit. Fait que ça, Oui. c'est quelque chose qui est le fun à voir, c'est que les besoins sont différents un peu partout. C'est vraiment adapter le projet là, pour chacun d'entre eux. Mhm. OK, d'avoir ce volet-là consultatif en plus, ben, tu l'as dit, hein, ça répond beaucoup plus aux besoins locaux, effectivement. Je Exact. sais Puis, pas. tu sais, dans la perspective aussi de la transition entre les ordres, là, disons le passage du cégep à l'université, en fait, et entre autres dans le projet de cette île, puis c'est probablement le cas ailleurs, mais il y a des arrimages entre le cégep et l'université pour favoriser une continuité, en fait. Donc, ça permet, en fait, je pense, d'envisager peut-être des études sur une plus longue période quand les conditions familiales, matérielles et autres y sont. Mhm.